C'est un petit témoignage d'acteurs de la recherche dans le domaine culturel, bien sûr. Mais mes liens avec Marseille, ça remonte aux années 80. Je me souviens qu'on avait voulu à ce moment-là faire des conférences d'histoire de l'art gratuites au Palais Longchamp, et on n'avait aucun public parce que, en fait, tout ce qui était l'information, la médiation ne marchait pas. On s'improvisait, on était plein de bonne volonté, mais il y avait justement tout ce tissu à tisser, précisément, c'est bien avec le public. Voilà, et moi, ce qui me frappe à Marseille, c'est que depuis ces années 80, je me rends compte qu'il y a un développement extraordinaire de potentialités. C'est pas pour rien que Marseille a été capitale de la culture en 2013, qu'il y a du point de vue des musées dont parlait M. Coppola une richesse absolument exceptionnelle, d'antiquité grecque jusqu'à l'art contemporain, les arts décoratifs, enfin c'est absolument exceptionnel, et qu'on n'arrive pas vraiment à attirer un public, donc il faut évidemment s'y prendre de façon différente. Je pense aussi qu'il y a une grande richesse musicale. Moi j'avais aussi collaboré avec Jean-Marc M et Marsan Baroque. C'est quand même exceptionnel qu'on ait pu monter pendant des années un festival de musique baroque où les prix d'entrée au concert étaient aussi peu chers, et donc avec aussi des conférences gratuites et tout. Ça, c'est vraiment des choses qui, à mon avis, peuvent décloisonner complètement et détruire les préjugés qu'on peut avoir à l'égard de formes de musique ancienne. On a la chance aussi d'avoir Roland Hérabédian et Musica 13, un des groupes qui fait le plus de création musicale. Donc il y a des ressources exceptionnelles, et franchement, vous avez beaucoup de travail, mais aussi beaucoup d'opportunités, de possibilités devant vous. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire aussi qu'il y a un renouveau extraordinaire de l'éducation populaire au théâtre Tourski, puisque maintenant il y a vraiment des activités régulières avec des conférences qui sont enregistrées. Que nous avons aussi développé un ciné-club à la MJC Prévert d'Aix. Il ne faut pas imaginer qu'Aix est exclusivement une ville bourgeoise, c'est pas du tout le cas. Il y a des quartiers populaires en souffrance, il y a beaucoup de choses à y faire. D'ailleurs, SOS pour le café 3C, le café citoyen, qui est en train de péricliter. Et donc, je pense qu'il y a des liens à tisser au-delà d'un certain folklore d'opposition politique, mais que nous qui sommes des acteurs de tout cela, nous avons vraiment envie de fédérer les choses. Voilà, donc j'avais vu avec M. April que peut-être je pourrais revenir justement sur un peu les catégories d'obstacles à ce qui est l'éducation populaire, une éducation populaire émancipatrice. La première chose, je dirais, c'est les obstacles qui tiennent aux conditions de vie. Et donc, je ne vais pas dire des choses originales, ça a été évoqué. Le temps de travail des gens devient de plus en plus long. Les gens sont de plus en plus épuisés. Donc, comment ménager du temps et de l'énergie pour participer à des activités culturelles, c'est vraiment un problème absolument majeur. Ce sont des métiers où on se lève très tôt, la plupart du temps. Et les activités culturelles, eh bien, sont souvent l'habitude d'être en soirée. Donc peut-être qu'il faudrait repenser les choses, faire plus de choses le week-end, de façon à ce que les gens puissent en profiter. La question du lieu aussi, il y a toujours ce problème de gentrification des centres-villes et de gens qui habitent de plus en plus loin, avec des moyens de transport en commun dont on sait la détresse actuellement. D'ailleurs, j'ai vu ça avec la grève tout à fait légitime des bus pour venir ici. Et donc je pense qu'il y a aussi un problème de cherté des spectacles, et donc tout ce qui pourrait être gratuit, subventionné, pas du tout dans l'esprit le pass de M. Macron, parce que là c'est de la consommation culturelle individualiste, et c'est pas du tout ce qu'on souhaite, évidemment, c'est plutôt des choses qu'on puisse partager. La question du désir aussi, en plus du temps, du lieu, de la disponibilité, faut se rappeler que c'est toujours vrai ce qu'avait dit Pierre Bourdieu, c'est-à-dire cette idée qu'on n'est pas digne et qu'on n'est pas capable de comprendre la culture.
Or, c'est complètement faux, mais il faut arriver à lutter contre cette timidité, cette réticence, et ne pas laisser la place donc à cette fausse culture populaire, ce que j'appellerais la culture Hanouna, qui est en train de faire des ravages. Et donc, il faut absolument trouver le moyen de concurrencer cela. Donc voilà, faire attention à notre discours, ça a été dit beaucoup, pas de position qui soit descendante, paternaliste, etc. Et se rappeler toujours ce que disait Paul Nizan dans ses chiens de garde, que les belles idées n'ont pas le même sens pour quelqu'un qui travaille à la chaîne et pour quelqu'un qui est avocat ou qui est médecin, etc. Donc il y a évidemment une façon de se remettre en cause. Ce qui m'amène à la deuxième série d'obstacles qui tiennent justement à ceux qui créent un peu la culture. Voilà, je me rends compte quand même que dans le domaine des vedettes de l'art, il y a vraiment beaucoup de gens qui tiennent à leur privilège de classe de nantis. C'est quand même rare les gens qui ont le courage de s'affirmer comme voulant aller au devant des classes populaires. Ils sont d'autant plus de mérite. Et je peux témoigner justement de l'ambiguïté de ce qu'est l'université. C'est un peu une tour d'ivoire et ça l'est de plus en plus parce que on vous évalue par ce qu'on appelle la bibliométrie, c'est-à-dire le nombre de publications que vous faites. Et ces publications doivent être pour vos pairs exclusivement, donc ça enferme encore plus intellectuellement. Et c'est incroyable de voir à quel point en France, le mot de vulgarisation est un gros mot. D'ailleurs, vulgum pecus, la foule vulgaire, mais c'est terrible parce que la vulgarisation c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus valorisant d'ailleurs que de faire des petits séminaires dans l'entre-soi. Mais il faudrait changer tout le système de travail à l'université et d'évaluation des universitaires. Et enfin, je dirais que la troisième catégorie d'obstacles, c'est quelque chose qui me tient à cœur, dont on avait parlé dans les rencontres d'économique. Et donc je salue ici le travail patient de Dany Bruet, qui est présent et qui a réalisé ces rencontres d'économique pendant une bonne dizaine d'années à Aix, donc au moment où avait lieu la grande messe néolibérale à la faculté d'économie d'Aix-en-Provence, donc une sorte de contre-pouvoir. Je dirais qu'il y a actuellement une volonté intrusive, terrifiante, des puissances d'argent d'intervenir dans le domaine socio-culturel. Il y avait eu en 2019 une tentative pour réduire les défiscalisations des fondations d'entreprises, avec toujours une exception, c'était ce qui était à vocation sociale. Et je ne donnerai pas le nom, mais il y a quelqu'un qui a créé donc une fondation Culture et Diversité. Et ce bon apôtre, qui est milliardaire et dont la société est au Luxembourg, bien sûr, a une fondation qui prétend aider les jeunes des milieux modestes et leur donner accès à certaines formes de culture. Voilà. Et donc, méfions-nous comme de la peste de tout cela. Pour l'instant, c'est des gens qui sévissent surtout sur notre capitale, mais si on pouvait préserver les Bouches-du-Rhône de ce genre d'ingérence totalement hypocrite et totalement désastreuse, ça, je vous dis, vraiment, j'aurais envie d'y coopérer de toutes les forces. Voilà, donc pour moi, ces liens qu'il y a entre la grande finance et la culture sont extrêmement dangereuses. Et je vous invite à regarder, ça a été mis en ligne hier, tout un texte de l'Observatoire des multinationales, 6 décembre 2022, qui, par des diagrammes et des analyses, développe tous les liens entre le CAC 40 et les grandes institutions culturelles. Ben, ça fait peur, voilà. Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas un musée
pas l'Opéra de Paris, Versailles, etc., qui ne soient pas dans des liens de partenariat extrêmement dangereux avec Total Energy, avec Bouygues, avec Vivendi, etc., etc. Donc, si on peut se préserver de tout cela et créer une contre-culture qui vienne du peuple, j'en serais extrêmement heureuse.